Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints, qui sont en train de nous rejoindre au fil de l'eau. Merci de vous être inscrits à ce moment d'échange. Nous sommes ici dans le cadre d'une programmation globale, celle des Rencontres François Rabelais, un événement organisé par l'Institut européen d'histoire des cultures de l'alimentation au sein de l'Université de Tours, soutenu depuis longue date par le ministère de l'Éducation nationale et la DGESCO et par le Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous sommes aujourd'hui pendant 1 heure et demie ensemble, 1 heure de débat entre différents intervenants, suivi de 30 minutes où le public ici présent qui va arriver et qui arrive encore au fil de l'eau va pouvoir poser ses questions durant la dernière demi-heure. Juste petit mode opérationnel qui sera pratiqué pour poser vos questions. N'hésitez pas à lever la main au moment où ce sera le moment du temps d'échange. Levez la main à l'aide des modes de réaction qui sont proposés dans l'outil en bas à droite ou tout simplement en posant vos questions dans le chat. Voilà, maintenant je vous laisse entre de bonnes mains avec Bérénice Hartmann de la DGESCO qui va animer, modérer cette session et les différentes intervenantes. Je vous propose de passer un bon moment. Merci Kylian. Alors, bienvenue à tous pour cet atelier consacré au rôle de l'école dans l'éducation à l'alimentation et au goût pour tous les élèves. Un thème qui va nous permettre de répondre à la problématique globale de ces rencontres François Rabelais autour de la gastronomie, ici les gastronomies pour tous, point d'interrogation. Donc, je suis Bérénice Hartmann, je suis chargée d'études à la Direction générale de l'enseignement scolaire pour le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je m'occupe notamment de la politique éducative d'éducation à l'alimentation, de la maternelle à la terminale. Donc, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde aujourd'hui pour répondre à notre sujet. Alors, quelques mots d'introduction d'abord. Effectivement, la gastronomie peut être considérée comme un ensemble de valeurs et de pratiques formant tout à la fois un savoir et un savoir-faire qui influencent nos pratiques alimentaires. Aborder l'alimentation par la gastronomie, c'est donc insister sur le fait que manger est à la fois un acte vital, mais aussi un acte social. Manger enclenche, on pourrait dire, des processus sociaux, économiques, culturels, qui ont trait à la question des conditions de possibilité de vivre ensemble en toute égalité et en toute dignité. Finalement, quand on mange, on ne fait pas qu'ingérer un aliment, on partage un moment. Ainsi, poser la question du rôle de l'école dans l'éducation à l'alimentation des élèves suppose à la fois d'élucider la place de cette éducation dans les apprentissages tout au long de la scolarité et de déterminer jusqu'à quel point l'école peut intervenir pour répondre aux besoins des élèves. Besoin d'apprentissage et besoin, donc on pourrait dire besoin de nourriture intellectuelle et aussi matérielle. Alors, comment éduquer à une alimentation favorable à la santé et responsable pour l'environnement, sans produire un discours moralisateur et injonctif, sans circonscrire l'acte alimentaire à la seule dimension nutritionnelle, sans créer des conflits de loyauté entre les élèves et leurs familles? On voit qu'il y a de nombreux enjeux dans cette thématique-là. Et puis, réciproquement, comment éduquer à l'alimentation en répondant aux enjeux de santé publique et de justice sociale et de développement durable, donc en prenant un peu de hauteur. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir et donc de donner la parole à 3 invités dont l'expérience professionnelle et associative, les compétences, les savoir-faire témoignent d'un engagement fort pour répondre à ces enjeux et pour proposer des solutions. Alors, nous devions accueillir Viviane Darmon, inspectrice de l'éducation nationale du premier degré, qui est référente du dispositif des petits déjeuners dans le département de l'Oise. Malheureusement, elle doit répondre à d'autres priorités et ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, mais elle s'en excuse, donc je prendrai la parole à ce moment-là pour dire quelques mots de ce dispositif qui permet peut-être de répondre à notre thématique du rôle de l'école dans cette éducation. Nous recevons également Marie-Hélène Gras, qui depuis juillet 2020 est présidente d'ATD Quart-Monde. Bienvenue parmi nous. ATD Quart-Monde, on pourra en dire quelques mots, a été fondée par Joseph Wrzesinski en 1957
Et Madame Grard, vous faites aussi partie des personnalités qualifiées au sein du Conseil économique, social et environnemental, où vous avez notamment été rapporteur de l'avis « Une école de la réussite pour tous ». J'ai également le plaisir d'accueillir Madame Véronique Ranty, qui est enseignante en sciences de la vie et de la terre au lycée Jean Moulin de Saint-Amand-Mouron dans l'académie d'Orléans-Tours, qui est accompagnée de Madame Agathe Lang, qui fait partie de l'association de l'Union pour les ressources génétiques du Centre Val-de-Loire, qui nous présenteront donc le projet académique Les légumes anciens font recette, une démarche inspirante, vous le verrez, où les dimensions culturelles et patrimoniales de l'alimentation sont abordées dans une dynamique de territoire riche qui associe les élèves de plusieurs niveaux, de plusieurs filières, et en faisant du lien avec leurs projets à eux d'orientation. Donc pour commencer, je me tourne vers vous, Madame Grard. En 2015, l'association ATD Carmonde a, dans le cadre de sa revue Carmonde, consacré un numéro intitulé « Se nourrir quand on est pauvre ». Dans cette étude, les auteurs insistent sur le fait que les personnes les plus démunies peuvent se sentir humiliées par des messages culpabilisants et infantilisants sur le diabète, le surpoids et l'alimentation. De souligner également que les recommandations les plus culpabilisantes peuvent émaner des pouvoirs publics, des professionnels de santé, de l'école et de la publicité, alors qu'il s'agirait moins d'un problème pour ces personnes dans cette situation de pauvreté, de déficit éducatif, que d'une difficulté d'accès matériel à la ressource alimentaire. Alors, dans le cadre de ces enjeux-là, l'école, en fait, fait figure de lieu privilégié, malgré tout, pour transmettre des connaissances, sensibiliser à des pratiques alimentaires favorables à la santé. Alors, que pouvez-vous nous dire du rôle de l'école dans la diffusion de ces messages de prévention, dans une relation parent-école forte, mais justement qui n'est pas stigmatisante et qui est bien inclusive? Bonjour et merci de m'avoir invité à cette table ronde. ATD Carmonde, Agir tous pour la dignité Carmonde est un mouvement qui lutte pour l'accès de tous aux droits de tous. Et si je veux bien répondre à votre question, je veux d'abord dire que l'accès de tous aux droits de tous passe par, comme le disait Joseph Wrezinski, ce qui importe, ce n'est pas tant ce qui se fait pour les plus pauvres, ce n'est pas tant la soupe populaire. Ce qui importe, c'est la manière dont les gens sont reconnus lorsqu'ils se présentent à cette soupe populaire. Ce qui importe, c'est la manière dont ils sont reconnus lorsqu'ils veulent faire valoir leurs droits. Alors, c'est compliqué, très compliqué. Cette relation d'éducation, je vais prendre l'exemple des petits déjeuners, mais vous allez le développer plus que moi ensuite. Mais cette idée de petit déjeuner, parce que certains n'auraient pas pu prendre un petit déjeuner chez eux avant de venir à l'école, et donc de faire des petits déjeuners à l'école, permettez-moi de dire que, en premier lieu, elle choque d'abord les parents qui ont la vie très difficile, parce que ce qu'ils souhaiteraient avant tout, c'est pouvoir donner à manger à leurs enfants correctement chez eux, évidemment. Ce que l'on souhaite tous quand on est parent, c'est de pouvoir nourrir correctement son enfant chez soi. Et quand on n'en a pas les moyens, vous imaginez bien que cela est bien, bien compliqué. C'est compliqué parce que, alors évidemment, tout ce qui est fait sur l'éducation à une bonne alimentation pour tous les élèves, sans aucune stigmatisation des élèves les plus défavorisés, est une bonne chose. Et je dirais qu'il n'y a pas que les élèves de milieux les plus défavorisés qui pourraient ne pas se nourrir comme il faut et ne pas avoir une alimentation qui serait bonne. Voilà, pour chacun d'eux. Ce qui est compliqué dans les petits déjeuners qui sont proposés à l'école, ce qui est compliqué,
c'est que ce n'est pas dans toutes les écoles, c'est que ce n'est pas tous les jours, c'est que c'est plutôt dans les écoles où il y aurait plus d'enfants de milieux défavorisés. Et ce pourquoi nous nous battons, nous, à ATD Quart Monde, c'est l'accès de tous aux droits de tous, je vous l'ai dit au début, mais l'accès aux droits communs. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour les plus pauvres va bénéficier à tout le monde, mais tout ce qui est fait pour une population en particulier et qui ne va pas profiter à une autre population est quelque chose qui ne va pas durer, qui ne va pas vraiment leur profiter. Ça, nous le savons d'expérience. D'expérience également, cette relation parent-enseignant dont vous parliez là, elle est essentielle. Elle est essentielle, mais permettez-moi de dire qu'elle ne pourra se faire dans la confiance que si, avant de mettre en place telle ou telle action de petit déjeuner ou d'autres actions de nourriture saine, etc., pour tous les enfants, il faut qu'il y ait d'abord un lien de confiance et de vraie confiance réciproque, c'est-à-dire d'adulte à adulte qui se parlent de ce qui se passe dans le quartier, qui se parlent de la pédagogie qui est employée effectivement dans la classe, dans l'école, avec des mots compréhensibles par tous, pour que les parents puissent être dans une relation de confiance avec les enseignants. Et à ce moment-là, évidemment, toute opération de petit déjeuner ou autre à l'école peut parfaitement se comprendre et être bien, voilà, bien reçu par toutes les familles. J'insiste là-dessus, je peux me montrer un peu insistante peut-être pour certains d'entre vous, mais parce que parfois, ça peut être au contraire quelque chose d'humiliant pour les enfants. Et vous l'imaginez bien, vous les connaissez, ces enfants qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages, ces enfants qui n'ont pas la vie facile et qui parfois ont plus de difficultés que d'autres dans la classe. Un petit rien que l'on rajoute, pas tout à fait dans le bon sens, fait que pour rentrer dans les apprentissages, évidemment, ça va encore amener un autre blocage. Donc c'est pour ça que je me permets d'insister. Il y a de merveilleuses expériences, et d'ailleurs, Madame Ranty et Madame Lang vont en parler après. Ça fait partie de ces expériences qui permettent vraiment aux enfants de tous les milieux de faire des choses ensemble et de bâtir des choses ensemble. Et je me permets d'insister là-dessus parce que moi, je crois beaucoup que l'éducation à, à l'attention à la nature, l'éducation à une alimentation saine, à, je cherche le titre de la rencontre parce que je trouve que ce titre disait beaucoup de... Une Redites-moi le... gastronomie pour tous, Madame Graf. Voilà, à une gastronomie pour tous. C'est très important. Ça veut dire faire rentrer tous les enfants dans quelque chose d'agréable. Donc cette éducation pour tous, elle est vraiment essentielle. Et on le voit bien quand il y a des acteurs extérieurs qui viennent à l'école pour faire comprendre aux enfants que, eh bien, une pomme, par exemple, une pomme va amener beaucoup de choses, mais une pomme, vous pouvez la travailler pour la gastronomie, vous pouvez la travailler pour l'éducation à une bonne santé, mais vous pouvez également la travailler pour les sciences naturelles, vous pouvez la travailler pour le calcul, vous pouvez, etc. Vous pouvez la travailler dans toutes les matières. Et ce que je veux, là où je veux insister, c'est qu'à mon avis, il est très important pour les enfants, pour que les enfants se sentent à l'aise avec cette éducation à une nourriture saine, à des... Quand on n'a pas ça à la maison, il faut pouvoir recevoir tout ce que l'on dit comme cela sur la gastronomie, sur une nourriture saine, etc. Quand on vit de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, parce que c'est le sort d'un certain nombre d'enfants et de jeunes dans notre système scolaire, n'oublions pas qu'il y en a 3 millions dans notre système scolaire obligatoire
qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il n'y en a pas qu'en REP et en REP+. Il y en a parmi ces 3 millions, 1,2 million, et je suis en dessous avec tous ces chiffres. Je suis bien en dessous des chiffres actuels. Il faudrait que je les remette à jour avec la crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt 1 an, parce qu'ils ont considérablement augmenté. Eh bien, n'oublions pas que parmi eux, il y en a donc plus d'1,2 million qui vivent dans la grande pauvreté, donc qui sans doute vivent dans un logement tout à fait insalubre, sans doute vivent de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, ou sont hébergés dans la famille ou chez des amis. Donc évidemment, se nourrir sainement, ils en ont envie comme les autres. Découvrir la gastronomie, ils en ont envie comme les autres. C'est juste, excusez-moi, je ne veux pas être maladroite. Je veux juste dire, c'est juste ces petits mots, ces petites phrases qui parfois peuvent blesser un enfant ou un jeune parce que sa situation sociale est difficile et très difficile et qu'il n'a pas envie, à juste titre, d'en parler dans la classe et que ce n'est pas le lieu pour en parler, pour échanger là-dessus, que vous voyez bien, c'est amener un sujet, je trouve que ce sujet est assez délicat à partager avec tous les enfants quand certains vivent dans des conditions très difficiles. Donc, je veux juste attirer votre attention sur le fait que, voilà, soyons attentifs aux exemples que l'on prend, que tout le monde puisse ensuite le refaire chez lui ou l'imaginer de le refaire dans son quartier avec d'autres ou l'imaginer de le refaire avec des amis. Enfin, je n'ai aucun doute sur l'imagination de tous les enseignants et des parents pour pouvoir développer tout cela, mais c'est juste allumer une petite lumière dans votre tête pour se dire attention, il y a des enfants, des jeunes qui vivent des situations très particulières et pour lesquelles ça va être plus compliqué. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. Merci Madame Grave. Effectivement, on retient qu'il est très important de faire de l'éducation à l'alimentation un moment de convivialité et qu'elle est aussi un support pour, à partir d'un matériau accessible à tous, vous avez pris l'exemple de la pomme, on peut créer ensemble tout un savoir, toute une pratique, toute une expérience qui apporte à chacun. C'est exact. Et alors, si le dispositif des petits déjeuners s'adresse en priorité à des territoires qui relèvent d'indicateurs et donc qu'on identifie au réseau d'éducation prioritaire, l'éducation à l'alimentation, elle est inscrite dans le code de l'éducation et elle est obligatoire pour tous les élèves, de la maternelle à la terminale. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que finalement, tout au long de sa vie, on est amené à être sensibilisé, à apprendre, à partager autour de l'alimentation, en découvrant un légume, en se promenant sur le marché, en découvrant même un végétal qu'on n'a pas regardé auparavant, en se demandant s'il est comestible ou non. Enfin, ça relève en fait d'une expérience du quotidien qui effectivement n'est pas la même pour tout le monde. Et je pense qu'on n'a effectivement pas tous les mêmes moyens, les mêmes façons d'aborder cette ressource-là. Et effectivement, il faut y être sensibilisé. Je pense que c'est aussi l'objet de notre discussion aujourd'hui. Alors effectivement, pour dire quelques mots, alors Madame Darmon, inspectrice de l'éducation nationale du premier degré, devait nous en parler et je pense qu'elle l'aurait fait mieux que moi, mais je vais essayer de porter sa parole. Et pour introduire cette mesure petit déjeuner, je pense qu'il faut rappeler que lorsqu'on réfléchit à l'alimentation, on ne peut pas se réduire à une approche en termes d'apport énergétique. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement ingérer un aliment de se nourrir. Et agir de la même façon, agir pour que chacun puisse manger à sa faim, comme vous l'avez très justement rappelé, Madame Grave, eh bien, ça va au-delà de simplement distribuer de l'alimentation. C'est une réflexion bien plus globale sur ce que c'est que de vivre ensemble. Et ça concerne tout le monde. Alors, si on reprend un peu cet exemple du petit déjeuner, qui n'est qu'un exemple, parce que nous le verrons, nous prendrons la hauteur ensuite avec l'exemple du projet pédagogique de Mesdames Ranty, Mesdames Lang et Madame Lang, qui montrera que l'éducation à l'alimentation, c'est tout au long de la scolarité. Mais si on prend cet exemple-là, eh bien, il s'agit en fait d'une mesure qui permet dans des communes, donc celles qui sont effectivement identifiées dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire, mais qui sont aussi issues de territoires fragilisés
donc là qui peuvent notamment être les territoires d'une ruralité isolée ou d'autres territoires périurbains également. Donc, il s'agit de pouvoir proposer le matin, en arrivant à l'école, donc soit au tout début de la journée des apprentissages ou juste avant, au moment de l'accueil des élèves, une distribution d'un petit déjeuner équilibré, qui n'est pas seulement une distribution, et j'insiste là-dessus, puisqu'en fait, c'est un moment d'éducation où les enseignants sont amenés à travailler avec les élèves sur plusieurs compétences, qui relèvent notamment du partage, de l'apprentissage du vocabulaire, de l'apprentissage aussi d'une communication pour dire ce que l'on aime et ce que l'on aime moins, et apprendre à le dire dans le respect des autres. Donc, c'est tout ça. Alors, dans certaines communes, la distribution, elle se fait 1 à 2 fois par semaine, cela dépend. Elle a lieu en lien étroit avec les collectivités territoriales, et elle associe aussi, dès le début, les parents d'élèves. Et là, c'est très important, effectivement, de les associer tout de suite. Et on se rend compte, puisqu'elle a été mise en œuvre depuis septembre 2019, alors évidemment, avec la crise sanitaire, elle a dû être suspendue, et on comprend tout à fait dans certains territoires. Mais les expériences que l'on a et qui nous ont été communiquées depuis le début de ce dispositif, c'est que ça a aussi été une occasion de proposer à des parents d'élèves qui parfois participaient moins à certaines activités, de proposer volontairement de donner un coup de main lors de cette distribution, et appréciaient de pouvoir partager ce moment de convivialité avec l'ensemble de la classe et avec la communauté éducative, avec les équipes. Ce moment-là, donc je le disais, est un moment qui doit être étroitement articulé au programme d'enseignement, et je peux vous donner quelques exemples. Donc en fait, c'est un dispositif qui est l'occasion pour les enseignants de sensibiliser les élèves à une qualité nutritionnelle en leur indiquant pourquoi est-ce qu'il est important de consommer un fruit frais, par exemple, mais aussi à l'environnement, puisque c'est aussi l'occasion de sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi à la santé, parce que dès le cycle 1, il est possible de proposer des activités pour sensibiliser à l'hygiène bucco-dentaire. On a dans certains établissements scolaires des équipes qui ont proposé des ateliers autour de cette thématique, et notamment, alors quand c'était possible et que les conditions sanitaires le permettaient, en mettant à disposition des élèves des petits miroirs, en leur demandant de regarder à l'intérieur de leur bouche lorsqu'ils venaient de manger pour s'apercevoir qu'il était nécessaire d'aller nettoyer les petites quenottes avant de commencer les apprentissages. Donc ça, c'est pour le cycle 1, dès la maternelle, mais on peut avoir aussi, après, au cycle 2, puis au cycle 3, une autre approche, là où on va approfondir un peu plus l'éducation nutritionnelle, en passant par la catégorisation des aliments et l'équilibre alimentaire, et en faisant du lien avec la saisonnalité. Pourquoi est-ce qu'à certaines périodes de l'année, on ne peut pas consommer des fraises, expliquer pourquoi. Expliquer aussi pourquoi dans certaines régions, on a des pommes de telle couleur qui ont un goût un peu particulier et un peu moins d'autres pommes. C'est tout cela. Et je peux aussi vous donner peut-être quelques exemples un peu plus précis. Par exemple, on a, pour éviter, et ça c'est très important, la double prise alimentaire, et en même temps pour ne pas forcer les élèves qui n'ont pas faim à ne pas manger, on a des équipes qui ont mis en place ce qu'ils ont appelé un baromètre de la faim. Et à l'aide d'un code couleur, ils ont amené les élèves à indiquer par une couleur le niveau de leur faim. Donc le rouge s'ils n'avaient pas faim, l'orange pour une faim modérée, le vert pour une grande faim, et de leur redemander, après avoir dégusté un aliment, comment évoluer cette faim par rapport au plaisir qu'ils ont ressenti. Donc bien évidemment, il s'agit d'un atelier un peu sophistiqué qui nécessite peut-être plus de temps, mais qui peut tout à fait s'inscrire dans une progression pédagogique. On peut aussi penser, à partir du cycle 3, à une articulation avec les mathématiques.
puisque c'est l'occasion aussi peut-être de peser l'aliment qui est consommé, de faire un calcul sur le partage, à partir de la notion du partage, sur en combien de portions faut-il découper un aliment pour le partager avec tant d'élèves. Cela peut être effectivement aussi un exemple d'activité menée. Alors, je vous invite peut-être pour approfondir un peu cette découverte de ce dispositif à consulter les ressources que le ministère met en ligne sur le portail EduScol, alors qui s'adresse en priorité à la communauté éducative, mais qui est public et accessible à tous. Et également à télécharger un vade-mecum qui s'intitule « Éducation à l'alimentation et au goût », et qui permet aussi de montrer que alors, ce dispositif est un exemple d'une mesure forte portée dans le cadre de l'éducation à l'alimentation, mais surtout ce vade-mecum, il montre que cette éducation à l'alimentation, elle est transversale, elle concerne toutes les disciplines et elle se met en œuvre de façon progressive et adaptée en fonction de l'âge et du niveau des élèves. Et c'est justement à cela qu'on va arriver tout de suite, c'est-à-dire que finalement, quand on aborde avec les élèves l'alimentation, on aborde toutes les dimensions de l'alimentation. Le plaisir de manger, de partager, de goûter. On aborde aussi la question des cultures alimentaires. On sensibilise à la saisonnalité. On lutte contre le gaspillage. Et tout cela est une stratégie qui peut s'avérer opérante pour répondre aux besoins de tous dans une démarche d'inclusion sociale, qui tient compte bien évidemment du milieu social, économique et culturel, et aussi environnemental, dans lequel évolue chaque élève. Et prendre en charge cette transversalité n'est pourtant pas simple, en particulier dans le secondaire, puisque les apprentissages sont répartis par discipline d'enseignement. Alors, comment parvenir justement à favoriser cette transversalité? Dans quelle mesure la démarche projet prise en main par l'ensemble de l'équipe éducative peut contribuer à mobiliser toutes les disciplines ensemble autour d'un projet sur l'éducation à l'alimentation. Alors, c'est mesdames Ranty et Lang qui vont nous donner un exemple très riche et très intéressant qu'elles ont porté donc, dans leur établissement, dans l'établissement de Madame Ranty et au sein de l'Académie d'Orléans-Tours, en lien avec l'association représentée par Madame Lang. Donc, je vais leur laisser la parole et je vais leur laisser surtout nous raconter l'histoire de ce beau projet. Merci Madame Hartmann. Bonjour à tous. Donc nous avons un diaporama pour vous montrer ce que nous allons faire. Le voici. Il arrive. Voilà. Donc l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence en 2011. Il y a déjà 10 ans de cela. Je suis professeure de SVT dans un lycée de l'Académie d'Orléans-Tours, au sud du Cher, un milieu rural, dans lequel nos élèves ont assez peu d'appétence pour les études supérieures, notamment en termes de sciences. Et un projet nous a été proposé dans le cadre du dispositif Génome à l'école, qui consistait à utiliser des outils de génétique pour développer un projet propre en lien avec la communauté éducative. Nous, dans notre département, nous avions la chance d'avoir un passé viticole riche et en déclin, et notamment un viticulteur qui s'appelle Pierre Picot, que vous voyez à l'image, qui souhaitait revaloriser ce patrimoine en créant un nouveau marché, un marché de niche, qui s'appuyait sur des cépages anciens et qui s'appuyait sur l'histoire de ces cépages. Dans notre région, les cépages anciens remontaient jusqu'à Orléans et ceux qui n'étaient pas transformés en vinaigre arrivaient à la table des rois de France. Et Pierre Picot est un céréalier qui voulait diversifier son métier et donner du sens surtout à ce métier-là. Il a racheté des vignes en appellation Châteaumeillan et voulait créer des nouveaux produits. Le souci qu'il avait, c'était que ces nouveaux produits, il voulait les faire avec des cépages anciens et que ces cépages anciens n'étaient plus disponibles, puisque pas cultivés, donc ils n'étaient plus présents en pépinière. Et il savait qu'il en existait chez quelques
viticulteurs. Donc, nous avons échangé et notre projet de sauvegarde de la biodiversité pouvait aider ce viticulteur qui n'aurait jamais eu les moyens ni le temps de participer à ce travail. Donc, avec le projet Génome à l'école, Agathe, si tu veux bien prendre la main sur le diaporama, nous avons donc fait des analyses génétiques avec nos élèves, plusieurs générations d'élèves. Là, vous en voyez quelques-uns en bas de page, qui étaient des élèves à l'époque de première scientifique, qui ont fait de l'extraction d'ADN sur des cépages qui avaient été conservés par des familles d'anciens viticulteurs dans la région. Donc, nos élèves les ont retrouvés, ont travaillé dans le cadre des SVT, mais aussi à l'époque dans le cadre des travaux personnels encadrés, pour aboutir en 2017 à avoir retrouvé ces cépages et à les avoir plantés chez M. Picot, un nouveau cépage qui était planté. Ça, c'était impossible à faire pour un lycée général comme le nôtre, sans l'appui d'une structure qui connaissait parfaitement la réglementation autour du vin, puisque ce cépage, vous savez qu'on ne peut pas planter n'importe quel cépage n'importe où. Et puis, nous avions besoin de nous appuyer sur des contacts de scientifiques. Et c'est là où nous avons rencontré l'URGC parce qu'ils avaient une expérience en appellation Quincy avec un cépage ancien qui s'appelle le genouillet. Ils avaient réussi à le retrouver et à suivre la procédure légale pour avoir le droit de faire cette nouvelle plantation. Et pendant ces longues années de travail avec l'URGC, nous, les enseignants d'histoire-géographie, de SVT, effectivement déjà transdisciplinaires, nous avons découvert l'énorme vivier de biodiversité qui avait été sauvegardé in extremis par ce vivier d'amateurs qui étaient souvent des personnes qui avaient connu ces vieilles variétés domestiques liées à l'agriculture dans leur jeunesse et qui, après leur période de travail, étaient revenus à la retraite retrouver la ferme de leurs parents. Et donc, ça nous a donné l'idée de travailler avec l'URGC. Je vais laisser la parole à Agathe qui va vous présenter cette structure. Oh, oui, je m'excuse, ma caméra ne marche pas, mais j'espère que vous m'entendez bien. Oui. L'URGC, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Hartmann, ça signifie Union pour les ressources génétiques du Centre Val-de-Loire. Donc, derrière ce nom un peu barbare, en fait, se cache une association qui travaille à la sauvegarde et à la valorisation de la biodiversité domestique. Donc, vous connaissez tous la biodiversité sauvage. La biodiversité domestique, c'est en fait tous les animaux, les végétaux, les races et les variétés locales qui ont été domestiquées par l'homme. Et nous, on s'intéresse à toutes celles de la région Centre-Val-de-Loire, avec un objectif, c'est de leur redonner leur place dans le paysage agricole et alimentaire, puisque ce sont des races et des variétés qui étaient très implantées généralement jusque dans les années 50-60. Et puis, il y a eu un énorme changement de modèle agricole qui a fait qu'elles ont perdu leur place, voire qu'elles ont complètement disparu. Donc l'URGC a été créé en 2001, à un moment d'une prise de conscience qu'on était en train de perdre toute cette richesse, toute cette biodiversité domestique. Donc c'est plusieurs associations locales qui œuvraient chacune à la sauvegarde d'un côté des fruits, de l'autre côté par exemple d'une race d'âne, qui se sont regroupées pour créer un conservatoire régional. Et donc c'est de cette façon qu'a été créé l'URGC. Donc dans l'URGC, on retrouve des citoyens, des gens qui sont intéressés par la biodiversité domestique, qui ont envie d'agir pour sa sauvegarde, mais aussi des paysans, différents acteurs du territoire, des associations. Et donc on est une équipe de 2 salariés dont je fais partie. Et pour vous illustrer un petit peu plus concrètement ce sur quoi on travaille, donc la biodiversité domestique, nous on appelle aussi les trésors vivants de la région. Donc en région Centre-Val-de-Loire, on travaille sur 15 races animales, une quarantaine de variétés de légumes, 500 variétés fruitières et quasiment 50 cépages rares. Donc ça, c'est ce qu'on a identifié, mais il faut savoir qu'il y en a une partie qui a été perdue, qu'on espère peut-être encore retrouver un jour, mais à laquelle on n'a plus accès aujourd'hui. Donc, l'idée qui nous est venue et le rectorat d'Orléans-Tours, en l'occurrence le comité d'éducation et développement durable, nous a soutenus lorsqu'on faisait au niveau du lycée le travail sur le cépage, a été très intéressé après pour déployer cette expérience de collaboration entre cette structure qui
est constitué d'amateurs qui veulent transmettre un patrimoine et nos établissements scolaires dans lesquels il y a les futurs habitants de ce patrimoine peut-être les futurs professionnels de ce territoire. Et l'idée, c'était de mettre nos élèves aux côtés de ces amateurs avec l'idée derrière qu'il y avait une transmission entre générations, une transmission de connaissances, une transmission de mode de vie et aussi une transmission de trésors vivants, c'est-à-dire que ces produits ne sont pas tous sauvegardés, loin de là, Agathe pourrait plus développer que moi là-dessus. L'idée étant que ces jeunes qui sont dans nos établissements scolaires peuvent participer concrètement, évidemment sans en avoir la responsabilité, à la sauvegarde sur les différents aspects qui vous sont affichés sur le diaporama. Et notamment ce sur quoi on va insister aujourd'hui, les faire contribuer à la sauvegarde et à la valorisation de ces trésors vivants. Parce qu'une fois qu'on a conservé ces variétés, qu'elles sont inscrites au catalogue, encore faut-il que les habitants les connaissent, sachent les cuisiner, puisqu'on revient à notre sujet de cuisine, et comprennent l'intérêt aussi derrière de cette sauvegarde. Donc, nous allons vous présenter les actions phares que nous avons mises en place depuis maintenant 3 ans autour de ces légumes anciens. Et l'idée, c'est vraiment la pluridisciplinarité et de montrer, s'appuyer sur les savoir-faire de nos élèves, de ceux qui sont en train d'apprendre, de nos collègues en transdisciplinarité, et de s'appuyer sur différentes actions qui collaborent entre elles, en fait. Je laisse la parole à Agathe. Oui, donc vous allez voir, effectivement, on a une grande variété d'actions et qui s'adressent à des niveaux différents dans les établissements. Donc, Véronique vous a présenté tout à l'heure le projet sur le bouger noir. C'est un projet qui a continué, qui a un petit peu évolué. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre de Génome à l'école, les élèves continuaient à faire des analyses génétiques, mais cette fois pour identifier des variétés anciennes plutôt présentes dans des conservatoires, donc qui continuent à travailler sur la vigne. Ils ont travaillé aussi sur le châtaignier. On aimerait étendre ce programme aussi à des variétés fruitières. Donc là, ça s'adresse plutôt à des élèves de lycée ou des élèves en BTS qui réalisent des analyses. On a aussi lancé un projet avec l'application PlanteNet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est une application qui permet, en prenant en photo un végétal, de l'identifier. Une application qui a été développée par des chercheurs du CIRAD, qui repose sur le principe des sciences participatives. Et là, ce sont des élèves de collège et de lycée qui sont allés dans les vergers conservatoires pour prendre en photo les différentes variétés fruitières. Donc, comme je vous disais, il y en a quasiment 500 dans la région Centre-Val de Loire, donc il y a un peu de travail. Et le but, c'est d'implémenter toutes ces informations sur les variétés fruitières dans l'application pour qu'elles puissent permettre ensuite de reconnaître, quand les gens prendront en photo, ces variétés fruitières. Il y a aussi un programme d'installation de poulaillers autour de la race de la poule du Berry. Donc là, c'est des établissements de tout niveau, de la maternelle au lycée, avec des activités diverses et variées, très transdisciplinaires, menées autour de la présence des poulaillers dans les établissements. Alors, on a également une opération pilote qu'on a appelée Au secours des légumes perdus. Donc, pour l'instant, ça concerne un collège qui travaille sur une variété qu'on pensait perdue, le haricot rouge de Chartres, qui a été très récemment trouvé. Et en fait, c'est les élèves eux-mêmes qui mènent, accompagnés par l'URGC, le processus de réhabilitation du légume. Et donc, il faut le cultiver, l'observer, et puis entamer des démarches pour le faire réinscrire au catalogue, pour le goûter aussi, le cuisiner, le goûter. Enfin, voilà. Il y a également une opération autour des jardins. Donc, tous les établissements qui peuvent avoir des potagers, des jardins au sein de l'établissement ont fourni des semences de différentes variétés potagères pour qu'ils puissent les faire découvrir aux élèves et puis travailler sur... Alors là, les activités autour de ces jardins sont très diverses en fonction des établissements et des niveaux. Il y a énormément de choses différentes à faire, mais de globalement travailler sur la découverte de leur patrimoine et du lien entre la culture et l'alimentation. Et puis enfin, les deux opérations qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail avec Véronique, puisque là on est vraiment dans l'éducation à l'alimentation en tant que telle. C'est un programme qui vise les lycées hôteliers en tant que futurs professionnels de l'alimentation et un autre qui vise les classes TEPA et les CAP. Donc, je laisse la parole à Véronique qui va vous parler de notre programme pour les lycées hôteliers.
Donc l'idée, en fait, au départ, c'était de se fondre un peu dans la culture de chaque établissement et de chaque formation. Quand il s'agit de lycée hôtelier, on est parti sur l'idée d'un concours, ils en font beaucoup, et puis ça fait partie de la culture de la formation de ces élèves-là. Donc un premier concours qui a eu lieu où on proposait, vous voyez peut-être mal sur l'affiche, des variétés anciennes, régionales, et on leur proposait d'innover avec ces variétés-là et de proposer des plats innovants. L'idée, c'était de mettre en valeur et de réfléchir aussi à la valeur ajoutée que pouvait apporter un cuisinier sur ces produits-là pour les faire connaître. Donc là, vous voyez, on a pu bénéficier grâce au contact du lycée d'Olivet, lycée hôtelier d'Olivet, de Christophe Hay, qui est aujourd'hui notre parrain, pour toutes les opérations autour de la cuisine. Et là, vous voyez le premier résultat du concours où on avait 2 établissements qui ont proposé des recettes innovantes avec ces variétés anciennes que personne ne connaissait. Déjà là, on s'est aperçu que les élèves avaient beaucoup d'appétence pour faire ça, parce qu'on avait inséré un petit argumentaire à faire pour les élèves lorsqu'ils présentaient leur plat. Et à la fin, on leur a proposé de s'exprimer, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et à notre grande joie, ils étaient très, très intéressés par le fait que c'était des légumes locaux, qu'ils avaient une histoire. Et dans notre contrat avec l'URGC, l'URGC met à notre disposition toute la documentation qui a permis de classer et d'identifier ces variétés. Et donc, pour les futurs hôteliers que sont ces élèves en formation, ça donne aussi de l'argumentaire et ça donne aussi des choix dans la culture culinaire, dans l'expérience culinaire qu'ils vont pouvoir proposer à leurs futurs clients. Et c'était très intéressant. Et ce concours a évolué au fil des années. L'année d'après, pour des raisons sanitaires que vous connaissez tous, l'idée nous a pris de ne pas surajouter encore des contraintes aux lycées hôteliers, d'aller dans les lycées hôteliers, filmer ce qu'ils savaient déjà faire. Et donc, on vous propose, par exemple, une expérience en lycée de Bourges, le lycée Jacques Coeur. Et je laisse la parole aux élèves, vous allez voir, et on en reparlera après. Donc, la vidéo se lance. Alors, oui, il faut que je lance la vidéo. L'idée, en fait, c'est que dans tous les lycées hôteliers avec lesquels on a été en contact, d'abord dans leur programme, il y a une partie de leur programme pour se valoriser la culture locale. Et en fait, ils le font tous. Et l'idée, c'était pas de rajouter des contraintes, mais de se servir déjà de ce qu'ils faisaient et de le mettre en valeur. Et vous allez voir ces élèves hôteliers, je vous laisse regarder. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Oui, il faut qu'elle se lance. Bon, oui. Je ne sais pas si vous avez le son. Non. Moi non plus. Vous découvrez un groupe qui est donc une courge et pas une... Kélia, est-ce que je peux te laisser mettre la vidéo? Parce que moi, ça n'a pas l'air de marcher avec le son. Je prends la main. Alors, où on en est là? C'est bien. On peut peut-être commencer à en cuire un peu, non? On attend un peu. Aujourd'hui, nous travaillons à la sucrine du Berry. Donc, c'est un produit local issu de producteurs bio dans la région. Donc, la sucrine du Berry, on la reconnaît car elle a une forme de poire. Les pépins sont localisés en bas et donc une chair très orangée. Alors, j'aime bien travailler ce légume parce qu'il fait partie donc, du patrimoine local du Berry. Donc, vraiment, ça fait partie des racines de notre région. C'est un légume ancien et qui est d'ailleurs très bon avec un petit goût sucré. Alors aujourd'hui, les élèves travaillent des trésors vivants. Donc, ce qu'on appelle trésors vivants sont les animaux et les végétaux dont l'histoire est liée à leur territoire. Et ici, dans la région centre, on a une biodiversité domestique qui est très riche. Et à l'URGC, c'est notre travail de participer à sauvegarder et à valoriser cette biodiversité domestique. Les élèves travaillent 3 variétés différentes de légumes locaux. La courge sucrine du Berry, qui est une courge qui commence à être commercialisée, à être connue localement. Le haricot barangeonnier, où là, on est dans un travail qui est en cours et commence à être produit. Et pour finir, le haricot de Chevilly, qui est extrêmement rare. Et c'est une des premières fois aujourd'hui qu'il est cuisiné. Ici, on a du coup la
la coquille de Saint-Jacques faite en pâte feuilletée. Donc ici, ce sera la noix de Saint-Jacques faite à partir de haricots. Et pareil ici, ce sera juste pour supporter la Saint-Jacques qui sera debout, également avec des haricots. Et enfin, on a le corail qui est fait avec la purée de sucre. On constate donc que les élèves ont plaisir à travailler ces légumes anciens. Ils se sont investis très rapidement dans ce projet qui est porté par l'éducation au développement durable. Cette éducation au développement durable repose sur 2 piliers. Le pilier connaître et le pilier agir. Connaître, il s'agit de découvrir les légumes anciens, et agir, il s'agit de faire cuisiner ces légumes anciens. Donc aujourd'hui, madame, monsieur, je vais vous préparer donc des Saint-Jacques, donc flambés au cognac, accompagnés d'une sauce composée de nouilles prates, de crème et de beurre clarifié. Et puis c'est un pari sur l'avenir, puisqu'en fait nous faisons découvrir à ces élèves en formation des légumes anciens. L'idée est qu'ils aient plaisir à faire découvrir à leurs futurs clients, lorsqu'ils seront professionnels, la qualité gustative de ces légumes anciens. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être avant que je ne reprenne. Peut-être juste présenter ce qu'il se fait du côté des familles avec les autres élèves de SECPA rapidement, sans vouloir. Vous avez le temps, allez-y. Je me laisse le temps de revenir sur notre présentation. On nettoiera. Donc, comme disait Véronique, je vais vous parler un petit peu de l'autre opération qu'on a lancée en 2018. Ce sont les rencontres culinaires. Donc, on a appelé les jeunes Réveille les légumes anciens, qui s'adressent aux classes de SECPA, qui ont une section en général avec des cours de cuisine. Donc là, on n'était plus du tout dans un concours comme pour les listes hôteliers. L'objectif était vraiment de se faire rencontrer les élèves de différentes classes, de différents établissements. Donc on leur a mis à disposition, alors au début des légumes, d'où le titre, mais on a élargi aussi à de la viande issue de races locales, enfin différents produits que nous mettions à disposition des différentes classes, et on proposait aux élèves, avec leurs professeurs, de créer des recettes à partir de ces produits. Donc, suite à ça, on a organisé des ateliers photographiques culinaires, donc avec une photographe culinaire professionnelle qui est venue accompagner les élèves, et c'est eux qui ont réalisé de magnifiques photos des différents plats qui avaient été créés. Et le résultat de ces ateliers, ça a été de pouvoir éditer des cartes recettes qui présentent du coup les différents produits issus des trésors vivants. Donc, l'objectif derrière ça, en fait, c'était vraiment d'impliquer les élèves et de leur permettre de participer à la valorisation des produits, parce que ces cartes recettes, elles sont, bien sûr, les élèves y ont accès, elles sont utilisées par les établissements, mais l'URGC les utilise aussi, c'est très précieux pour nous, puisque ça nous permet de les donner aux producteurs, qui eux-mêmes vont pouvoir les donner à leurs clients et accompagner la commercialisation de ces produits qui sont souvent pas très bien connus, et de permettre aux personnes qui ne les connaissent pas de savoir comment les cuisiner. Donc, il y a aussi, bien sûr, l'organisation de rencontres culinaires, donc quand la situation sanitaire le permet, évidemment. Donc, ça avait été organisé dans un lieu culturel prestigieux. La première année, on était dans l'abbaye de Noirlac, un lieu vraiment magnifique. On avait pu se réunir, on était une centaine en tout, autour d'un buffet où ils préparent en fait les recettes qu'ils ont créées. Ils font 150 bouchées de chaque recette, donc ça fait un buffet magnifique qu'ils partagent tous ensemble, et on organise des différentes activités autour de la biodiversité dans la journée pour les élèves. Véronique, je te laisse conclure en quelques mots. L'idée derrière ces différentes actions, on a focalisé sur celle de cuisine, évidemment, vu le thème d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'était de faire collaborer les élèves autour de... finalement, on a retrouvé plein d'objectifs de développement durable. Collaborer, notre espoir, c'est qu'on puisse continuer suffisamment longtemps pour que l'on puisse apprendre à jardiner ces légumes qui sont des ressources pas chères, qui sont des ressources faciles à cultiver,
qu'on puisse accompagner les familles, par exemple dans des jardins partagés. On travaille avec des municipalités, ça se fait du côté de l'Indre, où dans les jardins partagés, il y aurait aussi ces légumes, que les élèves ramènent ces recettes à la maison et travaillent aussi avec les familles sur ces nouveaux produits. Donc ça nous permet aussi de mettre les élèves acteurs, de valoriser leurs compétences. Et lorsqu'à Noirlac, ils ont proposé leurs recettes, ils les ont proposées certes aux autres élèves, mais on avait aussi invité des cuisiniers, par exemple, de restauration collective. On avait invité leurs tuteurs de stage. On avait invité des gens chez qui ils avaient besoin d'être valorisés. L'espoir qu'on a, c'est de pouvoir aussi inviter les familles et partager avec ces familles autour de cette alimentation. Donc l'idée est en train de germer. Nous y travaillons depuis 3 ans. Nous avons une convention qui s'étale sur plusieurs années. L'idée, c'est de fédérer, de former un réseau où chaque élève, dans la catégorie d'apprentissage qui est la sienne, puisse apporter aux autres un savoir-faire qu'il n'a pas, et ainsi tout le monde est valorisé et tout le monde apprend de l'autre, tout en participant à la sauvegarde de ces variétés. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce très beau projet qui, je pense, nous met tous en appétit. C'est très, très riche et on peut retenir énormément de choses, mais je retiens surtout que, en fait, à travers votre projet, on apprend tous à savoir ce qu'on mange. On découvre des aliments, des légumes qu'on ne connaissait pas. Et quand je dis on, ce sont les élèves, mais je suis persuadée qu'il y a certains membres de la communauté éducative qui ont dû découvrir en même temps que vous ces aliments. On apprend aussi à savoir faire, à mettre la main à la pâte, à plusieurs niveaux, à mettre la main dans la terre, à manipuler ces aliments, à les cuisiner. Et on apprend aussi à savoir faire, à transmettre. Et ça, c'est très important. Cette idée de la transmission qui se fait des équipes éducatives vers les élèves, qui se fait des élèves vers vous, puisque je pense qu'ils vous le rendent bien, et puis qui se fait aussi entre les élèves, puisque c'est effectivement l'objet de votre projet futur. Donc, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je pense que ce projet nous montre bien à quel point l'éducation et l'alimentation est un exemple privilégié pour favoriser cette transversalité des disciplines, des filières, des niveaux. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que ça fait partie effectivement des missions de l'école pour aller pour accompagner chacun des élèves vers la réussite, qui est une réussite scolaire, mais qui est aussi une réussite à titre personnel d'apprentissage, d'expérience et de partage. Peut-être que Madame Grard souhaiterait rebondir sur ce projet, et puis je vous invite ensuite à ouvrir le débat et la discussion. Je pourrais moi-même parler peut-être de quelques exemples dans le premier degré autour de ce qui peut se faire, notamment avec les classes du goût, où on retrouve en fait les mêmes enjeux d'articulation des disciplines sur une sensibilisation des élèves à l'éducation plutôt sensorielle à partir d'expériences gustatives. C'est un projet qui est mené dans certaines écoles. Mais je vous redonne la parole, surtout peut-être Madame Grard, pour commencer, si vous souhaitez rebondir ou apporter des compléments. Écoutez, moi, ce genre de projet m'enthousiasme beaucoup. Je trouve que dans la mesure où on prend en compte les talents de chacun et où on développe encore davantage les connaissances et les talents de chacun, c'est évidemment quelque chose. On aimerait tellement que ce genre de projet soit développé partout. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Parce que je connais votre région, Madame Rantini, Madame Lang, je vois dans quelle ville vous êtes, et pour connaître d'autres régions en France qui sont dans les mêmes problématiques, je me dis que savoir créer, inventer comme ça, ensemble, pour donner un vrai appétit aux jeunes d'aller voir plus loin, d'oser apprendre davantage, d'oser se lancer plus loin dans les études, c'est franchement, merci quoi.
Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur un tel projet parce que c'est vraiment ce genre de choses que l'on aimerait voir se développer un peu partout et en particulier pour les élèves qui n'osent pas avoir d'ambition pour leur avenir. En particulier pour les élèves qui n'osent pas se projeter sur l'avenir tellement le quotidien est trop difficile et du coup, ils s'interdisent d'aller voir plus loin, quoi. Voilà, donc je trouve que ce genre de projet doit être particulièrement développé pour ces élèves-là, parce que c'est à eux qu'il faut donner ces chances-là. On le sait bien, écoutez, moi, mes propres enfants n'ont pas eu besoin d'avoir un projet comme cela dans leur établissement pour pouvoir trouver la filière dans laquelle ils allaient s'épanouir, etc. Donc, n'oublions pas de faire profiter, de développer ce genre de projet dans les établissements où les élèves n'osent pas se projeter pour aller plus loin. C'est vraiment essentiel. Merci à vous. Hein. Merci pour ce que vous faites là. Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites, Madame Gras, c'est-à-dire que dans les établissements, l'éducation et l'alimentation, elle s'inscrit aussi dans la promotion de la santé. Et promouvoir la santé à travers un projet pédagogique, c'est pour les équipes éducatives de s'interroger sur les besoins du territoire, les besoins des élèves et faire ce qu'on appelle un diagnostic. Et je pense que c'est fondamental pour engager une mesure, une action collective qui réponde véritablement aux besoins de chacun et en donnant la parole aussi aux élèves, en leur demandant quels sont leurs besoins, eux, quelles sont leurs appétences particulières. Alors, on voit, par exemple, des projets qui vont qui favorisent la culture de l'engagement des élèves. C'est très important, ça fait aussi partie du cursus scolaire d'impliquer les élèves dans leurs apprentissages en leur proposant des formes d'engagement. On a par exemple l'exemple des élèves éco-délégués qui vont s'engager notamment sur le développement durable. On a les élèves ambassadeurs santé qui vont, eux, s'engager plutôt sur la promotion de la santé. Mais en fait, tout cela est lié puisque on peut aller vers une approche globale et positive de la santé qui réunit à la fois la santé humaine, animale, environnementale. Et on voit bien dans l'éducation et l'alimentation comment tout ça s'articule vraiment. Donc, on a des élèves qui sont demandeurs de projets sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on va avoir dans des collèges, par exemple, des tables de tri qui vont se mettre en place au moment de la restauration collective et qui vont être pris en charge par les élèves et qui pourront donner lieu ensuite à des projets, des exposés sur l'importance du tri sélectif notamment. Ça peut être ce genre d'exemple. Peut-être que vous avez d'autres exemples, Madame Rancy, dans votre expérience de projets de ce type. Oui, il y a d'autres expériences. Par exemple, le fait dans un établissement scolaire comme le nôtre d'avoir une mixité d'élèves avec un lycée général qui est au même endroit qu'un lycée professionnel. Dans notre établissement, nous avons les deux. Et faire travailler les élèves ensemble de lycée général, par exemple, pour parler de termes de biodiversité en général, et faire travailler les élèves de les lycéens professionnels qui font des CAP autour de la restauration collective, qui préparent des recettes. Ça permet aussi de changer le regard qu'ils ont les uns sur les autres, où chacun amène des compétences qui sont insoupçonnées chez les uns et chez les autres. Et finalement, le buffet qui est organisé par les lycéens professionnels est un endroit de rencontre, est un endroit de valorisation, est un endroit d'échange. Comme vous disiez, Madame Grard, au début, il n'est pas question que de prise alimentaire, en fait. Il est question de respect, il est question de dignité, il est question de reconnaissance de l'autre et d'accueil de l'autre. Et nous sommes très surpris d'avoir dans nos établissements des élèves qui ne se fréquentent jamais alors qu'ils sont dans le même établissement et d'arriver à les faire se rencontrer autour d'un buffet où chacun est mis en valeur, en fait. Alors, j'ajoute un lien quand même vers
page spécifiquement dédiée à la mise en pratique des grandes thématiques de l'alimentation, enfin de l'éducation à l'alimentation, voilà, qui permet d'articuler l'intégralité des dimensions de l'alimentation. Donc, activité physique, image du corps et nutrition, qui permet aussi d'aborder la question de l'éducation à une consommation éclairée et l'éducation aux médias et à l'information. On a aussi des choses sur les cultures alimentaires et sur l'éducation au développement durable. Voilà. Parfait, merci beaucoup. J'en profite pour remercier à nouveau Madame Grard qui doit nous quitter, mais qui nous a honoré de sa présence et je l'en remercie, qui nous a rappelé l'importance d'avoir une approche de l'alimentation globale et non stigmatisante, qui est fondamentale. Je remercie aussi beaucoup Madame Ranty, qui nous a fait part de son expérience en tant qu'enseignante et de son engagement dans l'ensemble de l'académie aussi en tant que référente éducation et développement durable. Elle nous a montré qu'il était possible d'avoir une approche transversale de l'éducation et l'alimentation qui fasse se rencontrer des élèves, encore une fois, de plusieurs niveaux, plusieurs filières, et ça c'est très important. Et Madame Lang, avec qui vous travaillez, Madame Ranty, qui permet de nous montrer que dans ces projets-là, en fait, les partenariats et les associations sont prépondérantes et qu'elles permettent d'avoir un ancrage territorial fort. Et sur l'éducation et l'alimentation, c'est aussi fondamental. Et Monsieur Stangel, je vous remercie également puisque vous nous avez permis d'aborder ce sujet dans le cadre des rencontres François Rabelais, qui est toujours un moment d'échange et de partage très riche. Merci beaucoup à vous. Je vais remercier à mon tour l'ensemble des personnes et puis également les personnes qui nous ont rejoints, même si on s'attendait à en avoir un petit peu plus. Mais je suis sûr que grâce au replay, cet échange, cet atelier sera entendu et largement diffusé. Et j'invite toutes les personnes qui le suivent à aller sur le programme des rencontres François Rabelais sur le site de l'IUHCA afin de découvrir les autres événements de débat et d'échange autour d'une gastronomie pour tous, d'un bien manger pour tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.